mesdames, bonjour et bienvenue une fois de plus dans votre émission Essentiel. Essentiel d'aujourd'hui, on va parler sur les problèmes qui guettent la province du Sud Kivu. On va également revenir sur l'actualité, notamment la situation sécuritaire dans l'est de la RDC qui continue toujours à être précaire parce qu'entre-temps, le M23 sont en train de continuer de gagner du terrain, de gagner de localité. Le problème, est-ce qu'on est incapable de restaurer la paix dans notre pays ou il y a d'autres qui pensent qu'il faut dialoguer. Quelqu'un m'a dit qu'il faut dialoguer avec Kagame. Et les autres disent non, parce que Kagame n'est pas vraiment une solution pour la paix dans l'Est. Plutôt dialoguer entre les Congolais. Mais aujourd'hui, est-ce dialoguer avec les Congolais où on pourra avoir la paix dans l'Est? Ce sont des questions qu'on va poser à notre invité d'aujourd'hui qui va répondre essentiellement comme l'émission l'indique. Aujourd'hui, notre invité, c'est Gustave Bagayamukwe. Il est cadre de Horizon 2023. Il est aussi président exécutif d'ADIB, qui signifie Association pour des intérêts du site de Bukavu. Il est également candidat gouverneur dans le site Kivu. Monsieur Bagayamukwe, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça semble aller, c'est vrai, ça va bien quand même, je crois. En dépit de ce qui se passe chez vous? Bien, c'est devenu, ça fait partie de notre vie finalement, en tant que les solutions idoines ne sont pas trouvées. Ça fait beaucoup d'années maintenant, plus de 30 ans, que nous vivons pratiquement les mêmes problèmes. C'est dommage parce que nous pensons, nous, que c'est la population tout entière. La seule force qui puisse faire face aux problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est cette force nationale, c'est-à-dire toute la population congolaise devrait être unie derrière un seul homme, le chef de l'État actuel, pour justement faire face aux problèmes que nous connaissons. Sinon... D'abord, la première question, qui est vraiment Gustave Bagayamukwe? Gustave Bagayamukwe, c'est la personne qui est devant vous, en fait. J'ai fait des études normales à Bukavu. Et je suis venu pratiquement terminer mes études supérieures ici à Kinshasa. Je suis sorti un tout petit peu pour parfaire ces études-là en France, à Toulouse, je pense à l'École nationale d'aviation civile. Et donc je suis ingénieur, je ne fais que des études d'ingénieur en tout cas dans ma vie. Donc je suis ingénieur en télécommunications, ingénieur informaticien, ingénieur en électronique industrielle et voilà, ingénieur en système de paiement et à la Banque centrale. En fait, j'ai fini ma carrière comme responsable des infrastructures informatiques à la Banque centrale du Congo en 2010. Parallèlement à cela, où en même temps, depuis 1995, nous avions mis en place un cadre de réflexion, un cadre d'accompagnement de cette population du Sud Kivu. Nous étions dans la diaspora naturellement ici à Kinshasa et beaucoup d'autres entre nous qui étaient dans pratiquement toutes les métropoles du monde à l'époque. Pour la petite histoire, c'est en 1988 qu'on a décidé pratiquement de rapprocher, soi-disant. Il fallait absolument démembrer d'abord la grande province du Kivu. En fait, à l'époque, on parlait d'un essai qui allait prendre 2 années, à l'issue desquelles les années, on allait faire un état des lieux pour pouvoir faire la même chose dans les... En fait, la décision d'aller de 6 provinces à l'époque vers 26 avait été prise en 1988. Et le Sud Kivu, le Kivu plutôt, avait été pris comme la cobaye, il faut dire cobaye, pour tout simplement voir si c'était la meilleure option ou pas. Et 2 années après, on devait faire un état des lieux afin de aller vers le démembrement des autres provinces. Ceci n'avait pas eu lieu, malheureusement. Il n'y a que le Sud Kivu qui est resté démembré. Et les effets de ce démembrement-là peuvent expliquer aussi beaucoup de choses qui se sont succédées jusqu'à ce jour. Maintenant, voilà, Bukavu, qui était le chef-lieu de la grande province du Sud Kivu, qui était vraiment une métropole en termes de construction, de disponibilité, en fait, d'infrastructures politiques, religieuses, en fait, toutes les infrastructures, en tout cas, les colons avaient construit Bukavu comme la seule capitale de la grande province. Et pour vous dire, à l'époque, Bukavu, il y avait encore les 2 grandes... Le monde entier était divisé en 2 pratiquement. Il y avait les communistes et
les impérialistes et les capitalistes de l'autre côté. Mais il n'y a que à Bukavu où les Allemands de l'Est et de l'Ouest pouvaient se dire bonjour, où les Flamands et les Wallons belges pouvaient jouer dans les mêmes équipes, et où les grands savants du monde, Russes et Américains, pouvaient manger dans le même restaurant. C'est ça un peu ce qu'était Bukavu déjà à l'époque. Où dans le monde entier, vous ne pouvez pas vivre ce qui se passait à Bukavu. C'était une grande métropole. Multiraciale, multinationale, et tout ce que vous voulez. La ville propre, la belle ville, les infrastructures routières comme vous l'avez évoqué, mais aujourd'hui, c'est parti. Voilà. J'étais à Bukavu récemment, il n'y a pas de route. Bukavu est enclavé parce que Bukavu ne se relie plus avec le territoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous, les notables, vous, les responsables, qui êtes derrière la destruction de la ville de Bukavu. Vous savez, nous aurions souhaité au moins que Bukavu reste comme il était. Comme c'était au moment du démembrement, comme nous étions, si on pouvait au moins maintenir ce que nous étions à l'époque. Et nous serions peut-être encore heureux aujourd'hui de parler fièrement de notre époque, avoir maintenu au moins ce qu'il y avait. Mais c'est le contraire qui s'est fait finalement, parce que les deux districts, qui n'étaient que des districts, donc qui n'avaient rien alors comme infrastructure, ni routière, quoi que ce soit, c'est le district de Maniema et du Nord Kivu. Vous allez constater ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce sont des districts qui ont été construits avec des grandes villes, avec des aéroports internationaux, avec tout ce que vous voulez aujourd'hui comme des capitales européennes. Mais par contre, Bukavu, il y a eu la destruction même de ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait n'existe plus. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif d'ici, parce que c'est ça le sujet d'aujourd'hui. D'abord, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a fait que la belle ville de Bukavu soit derrière la ville de Goma aujourd'hui? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Nous étions une capitale, une métropole mondiale. Moi, je le dis, je ne peux pas mâcher mes mots, mondiale. Parce que nous avons toutes les races, toutes les communes, toutes les nationalités et tous les grands savants du monde à l'époque, ils ont puisé à Bukavu et donc dans le Sud Kivu actuel. En ce qui concerne les recherches sur les maladies tropicales, parce que nous avons commencé, nous avions formé là qu'à l'époque, c'est là que les Belges construisaient le grand centre de recherche sur les maladies tropicales, c'était là-bas. Oui, Formulaire Katana. Quand on a déplacé, c'est à Anvers maintenant, et en Belgique, et que c'est parti. Nous avions Isaac Luiro avec toutes les recherches sismiques sur les problèmes de choses, les problèmes de séisme. Il y avait un observatoire à chose à Isaac Luiro, qui observait non pas seulement pour le Sud Kivu, non, c'est pour toute la région des pays des Grands Lacs, où il y avait un observateur justement pour prévenir, comme au Japon, comme partout ailleurs. Bukavu a été construit sur une faille tectonique, chers amis. Et il y avait des dispositions telles qu'on ne pouvait pas construire dans la ville de Bukavu des maisons de plus de 3 étages. Ce n'était pas prévu, compte tenu de l'emplacement sur lequel on a construit la ville. Tout ceci est écrit, tout ceci est connu de tous. Le lac Kivu, il est plein de gaz naturel. Et nous savons tous ce que le dégazage ou ce gaz-là peut faire justement en termes de puissance énergétique. Et nous savons aussi ce qu'il peut faire en termes de dégâts. Parce qu'il suffit qu'il y ait juste une fuite pour que la ville et les hommes et tout ce qui a vie, tout ce qui existe, perdent de la vie. Nous le savons. Et donc voilà un peu, quand on a démembré Bukavu, en fait, je vous dis encore, toutes ces personnes qui étaient venues, qui vivaient à Bukavu comme chez eux, qui étaient venues de tous les pays du monde, qui venaient de toutes les autres provinces de ce pays. À Bukavu, nous ne connaissions pas qui était Moulouba, je ne sais pas quoi, Mukongo, je ne sais pas. Nous avions toutes les personnes là-bas et nous vivions en parfaite harmonie dans la ville de Bukavu sans chercher ce qu'on appelle aujourd'hui ces genres de replis identitaires, de conflits intercommunautaires, de conflits interethniques. Ces choses-là n'existaient pas à un moment où nous avions, je vous dis, toutes les races et toutes les communautés pratiquement de toutes les provinces du sud de notre pays à Bukavu. Le démembrement arrive, naturellement. Les amis originaires du Nord Kivu, en fait, bon, enfin, c'était le Kivu. Ceux du Nord Kivu qui étaient dans la capitale, Bukavu, ont quitté naturellement pour aller construire maintenant le Goma que vous voyez aujourd'hui. D'autres sont partis pour aller construire Kindu,
que vous voyez aujourd'hui. Dans l'entretemps, il y a eu un vide. Toute l'élite intellectuelle, le mode de vie qui était le cosmopolitisme, et ça c'était la caractéristique, la valeur positive d'ailleurs qui caractérise le travail que Adib fait depuis pratiquement plus de 40 ans aujourd'hui, essayer de ramener justement cette convivialité-là qui était la caractéristique principale entre toutes les communautés et les personnes qui vivaient là-bas. C'est devenu impossible, nous travaillons là-dessus depuis près de 40 ans. Pourquoi? Parce que quand toutes ces personnes sont parties, des personnes qui, même à l'époque où finalement la distribution, peut-être même les inscriptions à l'université tenaient compte des quotas, des personnes qui partaient sur le quota du Kivu, là, à l'époque, toutes les personnes originaires du Katanga, originaires de toutes les autres provinces, étaient parties, étaient formées, avaient eu des bourses universitaires au nom de la ville de Bukavu, en fait, du Sud Kivu. Vous comprenez? Donc l'élite intellectuelle qui pouvait maintenir, en fait, les repères que nous avions, dans lesquels nous avons grandi, nous, dans la Bukavu, là, toute cette élite-là est partie. D'autres ne pouvaient même plus se retrouver ni à Kindu, ni au Katanga, ni partout ailleurs. Ils sont venus dans les grandes métropoles, Kinshasa et partout ailleurs. Voilà comment, en 1995, il y a des problèmes qui arrivent, en plus de ce que je vous dis là, ce vide-là, des personnes qui connaissaient la ville de Bukavu, qui connaissaient le Sud Kivu, qui connaissaient le Grand Kivu. Quand il y a eu ce vide, naturellement, ce sont des personnes qui sont quittées le village où il n'y avait rien, justement, comme il y a une infrastructure, qui sont venues habiter maintenant les maisons qu'on a laissées par les Belges, les Flamands, et toute l'élite intellectuelle à Bukavu. Donc, exode rural. Exode rural, justement. Et la ville de Bukavu, maintenant, ces gens viennent avec les sentiments, avec le repli identitaire, en fait. Chaque commune, chaque village, tout ça, dans la ville de Bukavu, mais les gens se comportent maintenant par village, par caste, par des choses comme ça. Voilà comment Adib est né. Parce que finalement, nous pouvions, nous qui étions dans la diaspora déjà à l'époque, parce qu'il faut dire, bon, les 3 universités qu'il y avait au Congo, il n'y avait que 3 universités. Et donc, quand on terminait les humanités, chez nous, il fallait pratiquement aller soit à Lubumbashi, soit ici à Kinshasa, soit à Kisangani, ou alors en dehors du pays. Voilà comment on a détruit le démembrement déjà en lui tout seul, ce qu'il a apporté, ce qu'il a comme responsabilité. Déjà à ce stade-là, il y a eu beaucoup de problèmes parce que ce qui devait se faire 2 ans après, donc l'évaluation pour voir les points forts, les points faibles, etc., revenir peut-être à l'étape initiale et compagnie avec le Grand Kivu, ceci n'a jamais été fait jusqu'à ce qu'il n'y a pas 5-6 ans que finalement on a appliqué le démembrement à toutes les autres provinces dans notre pays. Voilà, mais on avait commencé par démembrer et l'évaluation n'a jamais été faite pour qu'on puisse adapter. Alors les autres qui sont partis avec toute l'élite intellectuelle que nous avions. Et Bukavu a été habité maintenant par pratiquement, je vais dire, des villageois, je peux le dire, je ne peux pas mâcher les mots. Et ces gens sont venus justement des villages et villages avec leur vie communautaire, enfin, comment dire, le repli identitaire qui caractérise aujourd'hui même les problèmes politiques que nous connaissons. C'est ce repli identitaire qu'on a amené avec l'exode rural. Aujourd'hui, s'il faut nous poser des bonnes questions, est-ce, depuis 1995, on est incapable de doter la ville de Bukavu ou le site qui, d'une manière générale, des infrastructures routières capables de redonner la beauté de la province? Sans qu'il y ait eu au niveau national une évaluation propre pour corriger finalement les erreurs. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais peut-être. Adib a fait cette évaluation-là, justement. Et quand nous avons créé Adib en 1995, c'était à la suite d'une première révolution qui s'est passée au Rwanda là-bas, qui a fait qu'il y a eu un afflux incroyable de Hutus. La première entrée vraiment en masse, c'est des Hutus quand, je crois, bon, les gens qui occupent le Rwanda aujourd'hui, les Tutsis, ils sont venus prendre le pouvoir, tout ça, ils ont chassé pratiquement tous les Hutus qui sont entrés. Sur tous les littoraux, donc sur tous les lacs, de Bukavu jusqu'à Goma, ils ont amené avec eux des problèmes incroyables, inimaginables, en termes de sécurité, en termes d'insalubrité, en termes d'environnement, destruction d'environnement, en termes de destruction même de, comment dire, la propriété du lac Kivu, etc. Donc des problèmes incroyables. Ces problèmes sont venus trouver justement
ce démembrement-là qui venait d'être fait. Et donc les choses se sont aggravées. Très vite, moi je me rappelle, c'est Ken Gwadodo qui était Premier ministre. Et les problèmes de sécurité ont pris tellement une ampleur grave qu'on n'a pas eu le temps de déplacer, en fait, et suivre la réglementation internationale qui recommande à ce que les réfugiés puissent être logés ou habités au moins à 150 km de la frontière de leur pays d'origine. Mais aussi, pendant que le gouvernement central ici cherchait les moyens, parce qu'il fallait des moyens, c'est la communauté internationale qui devrait doter le gouvernement central ici des moyens pour pouvoir déplacer en fait ces réfugiés, pour les amener. Moi j'ai fait même partie de la première équipe qui est partie vers Congolo pour, comment dire, choisir les lieux, les sites sur lesquels on devait déplacer ces gens-là. Mais comme ça traînait, les moyens n'étaient pas là, l'insécurité a pris de fond, et les gens finalement, il y a eu commencé à se protéger, parce que les gens qui sont venus n'avaient ni à manger, ni à boire, etc. Ils ont commencé à se nourrir comment? Il fallait aller faire le pied, les vaches, les chèvres, les autres, et tout ça. Ça a créé l'insécurité, la première insécurité. Le premier mouvement d'autodéfense, si on peut en parler, date justement de 1994. Et bon, nous arrivons en 1996, c'était devenu intenable, et tous, pendant 2 années, on n'arrivait pas à déplacer ces gens-là, et voilà, Ken Gwadondo, qui était ministre à l'époque, il avait décidé simplement de faire intervenir l'armée congolaise pour qu'on puisse sécuriser les lieux. Mais malheureusement, bon, ces gens-là, le seul endroit où ils devraient pouvoir aller eux aussi, c'était rentrer au Rwanda. On a parlé à l'époque de comment des masses de plus de 2000 ou 3000 personnes qui passaient la frontière par seconde. Voilà comment Kagame finalement a dû s'organiser pour revenir maintenant. Une année plus tard, chassant ces gens-là et les poursuivant pratiquement jusque maintenant. Ces gens ont traversé tout le Congo entier, jusqu'à l'Équateur et jusque dans les fins fonds du Congo. Ils ont été poursuivis, c'est vrai, ils ont été massacrés par ceux qui les poursuivaient. Ça, c'est à l'époque où on a instrumentalisé Mzee Laurent Désiré Kabila avec l'AFDEL. Et voilà comment, finalement, les choses se sont gâtées davantage, parce qu'en plus du démembrement, il y a eu maintenant l'insécurité totale. Il y a eu des peuplements parce que les gens ont fui, certains ont fui la guerre, ceux qui sont venus se sont installés. Le pays lui-même, la dernière fois qu'on a fait ce qu'on appelle l'identification, recensement officiel, tout ça, ça date de 88, donc la même année où on avait démembré, c'est l'année où on venait de faire le dernier recensement, comment on appelle ça, recensement scientifique, et voilà. Était fait la dernière fois en 88. Donc vous comprenez maintenant, vous avez un espace, pas seulement dans lequel l'élite intellectuelle a disparu, ceux qui entrent, ils viennent avec les replis identitaires, chacun dans sa famille, chacun dans son coin, dans son clan, habiter la ville, ils réfléchissent. Entre-temps, toutes les mines, en fait les mines, les blancs qui étaient dans les mines, qui exploitaient les mines, etc., qui aidaient encore un temps soit peu à avoir quelques moyens, sont partis avec les sécurités créé maintenant en 1995. Et ces gens-là, c'est vrai, on en a tué beaucoup, mais beaucoup sont restés. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont entrés et ceux qui vivaient, parce que ce sont les Hutus. Les Hutus sont des Bantous comme nous. Et donc voilà comment aujourd'hui, on peut tout dire, mais en fait, l'infiltration, c'est dans nous-mêmes qu'il y a des gens qui font la guerre contre nous-mêmes. C'est très fort. Vous comprenez? Ah oui, il faut dire la vérité. C'est vrai qu'ils sont aidés par un certain nombre des Érythréens, les Soudanais, tout ce qu'on peut dire. Il y a des Belges qui arrivent et tout ça pour aider. Mais c'est dans nous-mêmes qu'il se trouve le problème. Il suffisait, peut-être que je vais donner des propositions après, mais moi je pense et je continue à croire, nous à Dib maintenant, voilà justement, nous jeunes, l'élite intellectuelle originaire de là-bas, dans la diaspora ici, nous avons dit, nous ne pouvons pas laisser les choses dans l'État. En 1995, nous avons créé l'association ADIB pour défendre les intérêts. Défendre les intérêts dans tous les niveaux, dans tous les sens, les intérêts du Kivu. Nous disons Kivu-Bukavu, pourquoi? Kivu-Bukavu, ce n'est pas un espace géographique, pas du tout. Bukavu, c'est vrai, c'est un vocable. Mais pour nous, Bukavu, c'est le mode de vie qui caractérisait les Congolais, les étrangers, toutes ces personnes qui vivaient chez nous à l'époque,
Nous résumons tout cela par Kivu, Bukavu, voilà. Vous comprenez? En termes clairs, les garçons, filles et garçons bec. Ils n'ont pas de race, ils n'ont pas comment dire, d'origine vraiment, comme on le dit. Donc c'est des personnes qui sont attachées à cet espace-là et qui ont un mode de vie. Aujourd'hui, garçon bec n'a plus de valeur parce que la ville en soi n'a plus de valeur. Vous comprenez que les garçons bec vivaient maintenant dans la diaspora, les vrais dans la diaspora. Et nous avons grandi finalement dans la diaspora, nous avons terminé nos études dans la diaspora. Et ce que nous avons retrouvé maintenant, à la fin de nos études, quand nous rentrons chez nous, c'est le combat, les conflits que nous avons jusqu'à aujourd'hui, où finalement Bukavu est dirigé par des personnes qui ne connaissent pas la ville. La question. Que depuis 1994 jusqu'au jour d'aujourd'hui, si on regarde, si on essaie un peu de comptabiliser le nombre de gouverneurs qui ont déjà à gérer la province du Sud Kivu et d'autres provinces, on verra que la province du Sud Kivu bat le record. Alors le problème, c'est la petitesse de la population ou c'est la gestion chaotique de responsables? Mes chers amis, quand vous donnez un espace, un pays, je veux dire un pays, une ville, toute une province, à des personnes qui viennent d'ailleurs et qui viennent habiter la capitale de cette ville-là, avec des pesanteurs, comment dire, tribalo-ethniques, etc., tout ça, en lieu et place de ceux-là qui ne connaissaient même pas leurs ethnies, leurs origines. Nous n'avions que Bukavu, nous avions la province du Kivu, hein, comme espace à nous que nous devrions protéger, tout ça. Ils arrivent à un moment où toute l'élite intellectuelle, je vous dis encore, parce que finalement les universités se sont créées, on a commencé à créer ces mêmes personnes-là localement, là-bas, tout ça, ils sortent avec des diplômes et compagnie. Et c'est eux maintenant, voilà, qui font ce qu'ils font à leur façon. Des conflits inutiles qui ne pourraient pas exister entre les Rega et les Bachi, les Bachi, les Ngwesh et les Kamar. C'est des choses qui n'existaient. Vous comprenez? À l'époque où Bukavu était habité par, je vous dis encore, toutes les races du monde, je n'exagère pas, habité par les personnes venues de toutes les provinces de ce pays, dans Bukavu. Nous étions tout simplement garçons, filles, bec, c'est tout. On ne cherchait même pas à savoir. C'est dans notre vieillesse ici qu'on commençait à se dire, ah bon tiens, tel, tout ça, son papa, ils étaient du bas Congo. Nous, on ne savait pas. Ceux-là étaient venus du Katanga, etc. Mais en réalité, dans la diaspora, nous nous sommes mis ensemble pour dire, écoutez, nous ne pouvons pas laisser notre ville comme ça et notre province. Voilà comment on a créé Adib en 1995 avec cet idéal-là. Et il est dommage maintenant, il est dommage que parmi certains fondateurs même de Adib, il y ait maintenant un comportement tribalo-ethnique qui caractérise les actions qu'ils font pour sur Bukavu, sur le Sud Kivu, même là où ils occupent des fonctions très très importantes aujourd'hui, qui devraient pouvoir aider la nation tout entière et même peut-être la province aussi. C'est dommage que ces choses-là, le repli identitaire en fait, rattrape les gens, rattrape certains, qui n'étaient que garçons bec en fait de façade. Mais les vrais garçons bec, les vrais, ils sont encore là et nous nous battons pour que les choses rentrent dans l'ordre. Aujourd'hui, les choses n'arrivent pas à rentrer dans l'ordre comme vous le voulez bien. Et ce n'est pas parce que la sensibilisation n'est pas bien faite au niveau de la population. Je vous dis encore, depuis 1995, Adib est au chevet de cette province. Au chevet de cette province de façon permanente jusqu'au moment où je vous parle. Parce que l'histoire que vous venez d'évoquer ici, plusieurs jeunes du Sud Kivu de Bukavu n'en maîtrisent pas. C'est ce que je te dis, c'est pour ça que je vous dis que Adib a été créé dans la diaspora pour le bien-être du Kivu, Bukavu, donc de Bukavu essentiellement comme capitale de la province, devenue province du Sud Kivu seulement. Mais le Sud Kivu, dans l'entretemps, a été habité par des gens qui n'ont pas les repères que nous avons, nous, qui ne connaissent pas Bukavu en fait, qui ne connaissent pas le Sud Kivu, qui ne connaissent rien de tout ce qui se passe chez nous là. Et qui sont venus avec justement les pesanteurs là, tribalo-ethniques. Maintenant, nous amenons le message, nous faisons tout pour que les habitants actuels, tous ensemble, nous puissions comprendre que nous avons intérêt à vivre comme nous avions, nous, grandi à l'époque. Et c'est ça les efforts que nous faisons. Certains d'entre nous se sont déjà fatigués, mais nous sommes encore sur le terrain, nous sommes rentrés, nous sommes établis à Bukavu et nous ne cessons de le faire. La politique est venue, parce que, dites-vous encore, donc je vous ai parlé, il faut retenir, j'ai parlé du démembrement qui n'a pas été évalué jusqu'à présent. Je suis en train de dire de l'apport des Hutus
hein, qui ont traversé tout ça en masse, et qui, aujourd'hui, étant bantous comme nous tous, là, tout ça. Donc, on ne pouvait pas faire la différence du fait de l'absence des cartes d'identité. Parce qu'il n'y avait pas eu de recensement jusqu'aujourd'hui, 40 ans plus tard. Et donc, ce sont des phénomènes qui sont tels que ces gens entrés, vous allez dire à qui peut dire à l'autre que toi tu n'es pas congolais et lui il est congolais mieux que toi? Personne. L'absence de l'identification des gens, ça pose problème. Spécialement chez nous, où il y a eu des masses de personnes qui sont venues remplacer ceux-là qui venaient de partir, parce que l'État avait décidé que, voilà, vous êtes vous, là, on crée tout ça, les gens de Bukavu ici, Maniema, les gens de Maniema sont partis au Maniema, les gens du Nord Kivu sont partis au Nord Kivu. Ok, on est d'accord pour tout ça. Est-ce qu'il faut rester en train de se pitoyer sur l'essor qui était arrivé dans la province, au moment où c'est le même problème qui était dans le Nord Kivu, dans les Maniema, mais ça n'a pas empêché le Maniema de s'évoluer, ça n'a pas empêché le Nord Kivu de se développer. Aujourd'hui, Goma, c'est la plus belle ville, la ville la plus propre d'ailleurs. Mais dans le sud Kivu, on se pitoie sur notre ressort, mais entre-temps, la ville se dégrade. Mais aussi, le sud Kivu, c'est parmi les rares provinces qui a eu la chance d'avoir des grands leaders. D'ailleurs, on appelait quelqu'un l'homme qui chuchotait à l'oreille du chef. Mais pourquoi n'avait-il pas investir ou permettre ou doter Bukavu des infrastructures routières? Permettez-moi de résumer, hein, pour que les gens comprennent très bien. Il ne faut pas prendre le Sud Kivu, réfléchir sur la problématique de ce qui se passe au Sud Kivu quand on ne connaît pas cette histoire-là. Parce qu'aucune autre province n'a vécu ce que nous, le Sud Kivu, est resté aujourd'hui. Je répète, il y a eu ce problème-là d'exode rural à un moment où on a démembré. L'élite intellectuelle que nous avions dans Bukavu, dans le Sud, dans le Kivu à l'époque, toute l'élite intellectuelle était dans la ville de Bukavu. Et c'était composé des personnes qui étaient venues de toutes les provinces de ce pays, des étrangers et tout ça. Ces gens sont partis pour aller construire chez eux, parce qu'ils ont eu un autre chez eux maintenant. Maniema est devenue une province à part entière. Elle est construite par des personnes. Tout ce que vous appelez les gens qui sont à Maniema, là-bas, tout ça, Matata Pogno, il a étudié à Bukavu. Vous comprenez? Les Ramazani Chadad, toutes ces personnes étudient à Bukavu. Vous comprenez? Et ils rentrent chez eux, ils construisent. Mais le vide qu'ils ont laissé chez nous a été comblé par des villageois qui sont venus de l'intérieur, en termes d'exode rural. Quand même, président, il y avait quand même aussi les fils de Bukavu qui étudiaient avec le Matata et les autres. Je vous dis, nous tous. Nous, voilà, les derniers d'ailleurs qui sont partis de Bukavu des années 74 et compagnie, nous sommes partis, il n'y avait pas d'université à Bukavu. Vous comprenez? Toutes ces personnes-là, comme nous étudions, les meilleures écoles du Congo, Collège Alpha-Djiri, Athénée Royal, etc., les meilleures écoles sont encore à Bukavu jusqu'à aujourd'hui. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après la formation, les gens sont formés. Naturellement, nous étions en train d'évoluer maintenant à l'étranger, en dehors de chez nous. Et nous étions toujours sur l'étiquette d'Arson-Beck et tout ça, et tout le monde savait que c'est chez nous. Quand on a démembré, toute l'élite intellectuelle originaire du Maniema qui reconnaissait Bukavu comme leur propre ville, ne rentre plus à Bukavu naturellement. Vous comprenez? Oui. Formés à Bukavu, idéologie, tout ça, la convivialité et compagnie, culture et tout ça, ils rentrent chez eux, ils appliquent, ils trouvent les gens, les locaux là-bas qui sont là, chez eux, identiques, ils amènent l'expertise qu'ils ont pris chez eux. Nord Kivu, la même chose. Vous comprenez? Par contre, nous là, nous on est venus ici, maintenant nous rentrons chez nous, nous trouvons la ville habitée par des personnes qui se prennent comme des conquérants, comme des personnes qui ont quitté les villages, qui sont venus habiter la ville. Avec tout ce que vous pouvez penser, la culture rurale, si je peux ainsi dire cela, il faut dire des choses comme elles sont, et les méthodes de vie, le mode de vie des replis identitaires. Donc nous rentrons maintenant avec l'esprit Adib pour expliquer, pour chanter. Ça fait 40 ans, je vous l'ai dit encore une fois. On va y arriver. Parce que vous avez très bien expliqué, l'élite était partie, les autres, ils ont préféré d'aller chez eux, et voilà, et les autres. Et vous, en rentrant, parmi votre génération bien sûr, en rentrant, vous avez trouvé qu'il y avait maintenant autant de villageois avec la mentalité du village. Maintenant, parce que
il faut qu'on avance. Maintenant, aujourd'hui, s'il faut réfléchir autrement, quelles sont les pistes, des solutions qu'il faut avancer pour permettre le site Kivu de sortir dans le trou Merci parce que la question que vous me la posez, nous venons de terminer un 3e ou 4e atelier d'ailleurs de réflexion sur cette problématique-là. Je vous dis encore, nous avons commencé donc en 1995 par là. Nous avons fait beaucoup de travaux ici à Kinshasa, des séminaires, des formations, etc., sur Bukavu. Le problème de, à l'époque, le lac Nyos, je crois, a tué les gens au Nigeria, au Cameroun. Nous avons rappelé le gouvernement central que la problématique du lac Kivu avec le gaz naturel et tout ça, le Rwanda a compris, ils ont commencé à exploiter le gaz naturel. Depuis longtemps, ils sont autonomes. Les seuls, la rivière que nous avons qui nous donne un peu d'électricité jusqu'à aujourd'hui, les accords de l'enfant de dépendance continuent à jouer, donc ils prennent une partie quand même de cette énergie électrique du barrage de Ruzizi là-bas, tout ça qui va au Rwanda, et les nôtres, bon, ça alimente encore jusqu'au Goma aujourd'hui. Comprenez? Mais entre-temps, eux, ils ont compris, par rapport au gaz naturel, ils produisent déjà l'électricité stable chez eux. Ça permet aussi les usines, les industries et compagnie. Chez nous, il n'y a pas d'accompagnement. Ce que j'ai dit, le déficit qu'il y a eu déjà en 1990, où on n'a pas fait l'évaluation des méfaits, les méfaits que le démembrement a porté sur la population, sur l'environnement, ça c'est l'État qui doit faire ça. Et nous ne cessons d'interpeller ces choses-là. Deuxième chose. Vous allez continuer à parler de l'État. Vraiment central, je veux dire. Effectivement. Voilà pourquoi je posais la question tantôt en disant que les Sud Kivu, vous avez quand même eu la chance d'avoir plusieurs grands leaders. Même les hommes qui choisissaient à l'oreille du chef. Pourquoi ne pas construire la province? Pourquoi ne pas donner l'impulsion pour booster la province? Je suis en train de te dire ceci. Nous, là, nous sommes malheureux. Pourquoi? Parce que nous avions quitté Bukavu pour aller faire des études ailleurs. En dehors de la province du Sud Kivu, en dehors de la grande province du Kivu d'ailleurs, parce que les études au niveau des humanités, il n'y avait que Bukavu, qui a formé tous les Nandes que vous connaissez là, les gens du Nord Kivu, toute l'élite intellectuelle du Nord Kivu, toute l'élite intellectuelle du Maniema, toute l'élite intellectuelle du Sud Kivu aussi. Ce sont les écoles qui sont à Bukavu. Mais après les humanités, les personnes rares qui avaient des moyens pour pouvoir poursuivre les études, ils devraient quitter la province. Et donc nous étions tous partis. Le démembrement arrive pendant que nous tous là, donc l'élite intellectuelle est dans la diaspora, un peu partout. Certains ont déjà fini les études, ils ont été soit employés dans les services publics de l'État et partout, et ils restent ici. Maintenant, quand nous commençons à rentrer visiter chez nous, parce que nous sommes installés la plupart justement en dehors de chez nous, nous rentrons maintenant avec les idées, avec les études, avec les expériences sur le plan de formation, sur le plan peut-être certains aussi, ils travaillent 1 année, 2 ans ici, ils disent non, moi je vais rentrer chez nous parce qu'il commence à y avoir aussi des banques chez nous, etc. On rentre chez nous, on trouve justement qu'il y a un autre mode de vie, une autre population qui occupe en fait, et vous, l'élite, qui réfléchit autrement. À force de renverser. Que nous sommes en train de pouvoir renverser, pas renverser, et comment dire, former, les amener justement à comprendre qu'eux-mêmes, ils se prennent en otage, eux-mêmes, ils se font souffrir. Ce travail, nous le faisons, je vous dis encore, c'est près de 40 ans. Oui. Je parle de 40 ans. D'accord, parce que quand j'avais annoncé que je vais vous recevoir, il y a le Bukavu qui m'ont dit vraiment que c'est un grand leader. Il faut l'apostropher parce que les problèmes qui est dans l'Est, qui est chez nous, ils sont responsables. Et il faut qu'ils acceptent qu'ils étaient des responsables. Vous citez Matata, vous citez les autres. Parce que eux aussi, oui, eux aussi, ils ont eu la chance d'étudier avec vous. Et dans leur province, il y avait des villageois. Mais ils ont eu quand même la force de renverser et d'imposer les choses. Pourquoi pas vous, dans le site Kivu? Je vous dis encore, dire qu'ils ont renversé, on n'a rien renversé, c'est-à-dire eux ils ont trouvé des gens qui sont là, qui vivent déjà leur mode de vie, comprenez, qui est le leur aussi. Et ils quittent Bukavu, on vivait la convivialité totale, on ne connaissait pas qui est d'où, etc. Et ils rentrent chez eux, maintenant ils se retrouvent vraiment
dans leur milieu normal d'origine, avec leur culture, leurs coutumes, eux, ils s'adaptent, n'est-ce pas? Et ils sont acceptés, naturellement, parce qu'ils amènent l'intelligence, ils amènent tout ça, un peu le modernisme chez eux. Ils sont acceptés par ceux-là qui sont là parce qu'ils les prennent comme des frères qui étaient partis et qui reviennent. Mais nous, maintenant, nous autres, quand nous rentrons de la même façon, nous trouvons dans la ville de Bukavu, parce que ça reste quand même la capitale du Sud Kivu aujourd'hui, on a déjà tout détruit, on a construit de façon anarchique comme au village, on a tout enlevé, donc nous ne trouvons plus de repères. Et quand vous dites aux gens ici, il y avait une route macadamisée il y a 10 ans, on vous dit non, ce type-là, il vient d'où là? Hein, il est en train de raconter quoi? Les gens pensent que c'était comme ça, tel qu'ils nous ont trouvé là, tel qu'ils vivent. Vous comprenez? Vous dites, nous ne pouvons pas accepter ceci. Ils disent que non, c'est vous qui devenez étranger. Vous devenez étranger, on ne nous accepte pas. Donc voilà comment nous vivons. N'empêche que la plupart, justement, de ceux qui n'ont pas pu réussir, ne peuvent plus rentrer chez nous, ils sont restés naturellement dans les grandes métropoles du monde. Mais il y a quand même les membres de cette association ADIB, parce que c'est cela que nous parlons. Beaucoup sont ici à Kinshasa, beaucoup sont à dehors, tout ça. Mais il y a un groupe, ADIB, localement à Bukavu. Et moi-même, quand j'ai fini maintenant avec, comment dire, ma carrière professionnelle ici à Kinshasa, moi j'ai décidé de revenir totalement vivre à Bukavu. Moi, vous me permettez, moi je vais citer les noms. Parmi les créateurs d'ADIB, il y a deux grands leaders qui sont connus. Ici, je peux citer Vital Kamerhe, Lorkaningene King, je peux citer Bati Bukwebo. Mais apparemment, s'il faut être trop dire, ils n'ont pas alors l'esprit d'ADIB. Parce que sur le terrain, on voit autre chose. Parce que aujourd'hui, à Bukavu, pour être gouverneur, il faut être parfois de l'INC ou de AFDC. Et pire encore, il faut être Mouchi pour être gouverneur et Mourega pour être vice-gouverneur. Et les idéaux d'ADIB qui luttent contre le conflit ethnique, tribal, tout ce qui va avec, apparemment, eux-mêmes, ils luttent et eux-mêmes, ils sont auteurs de ce qu'ils sont en train de lutter contre. Non, il ne faut pas personnaliser. C'est-à-dire, quand nous parlons d'ADIB, c'est une grande machine. C'est des hommes et des femmes qui aiment cette province et qui sont prêts à mourir pour cette province-là. Et d'autres, même s'ils sont nés là-bas, qui se comportent autrement. Il y en a eu que nous avons dénoncés à un certain moment de l'histoire de ce pays, que nous avons dénoncés et qui ne peuvent pas mettre les pieds chez nous aujourd'hui, en fait, même s'ils voudraient rentrer, pour s'être comportés justement indignement par rapport aux intérêts de la province. Donc, ceux qui sont pris en otage par la politique, ça c'est une autre histoire. Les deux noms que vous venez de citer, ils ne peuvent pas ne pas réfléchir comme ADIB. Ils ne peuvent pas. C'est vrai qu'ils ont un conflit interne que nous comprenons dans eux-mêmes. Le fait, finalement, d'être poussés plutôt à privilégier les intérêts partisans personnels, vous comprenez, tout en sachant que nous avons un devoir vis-à-vis de ceux-là qui sont restés, de notre province et tout ça. Ce qui semble justement gagner ou le penchant dans ces personnes politiques-là, ce n'est pas le fait de décider de dire « moi je ne suis plus ADIB », non, c'est le fait justement d'être pris en otage par la classe politique, plutôt la politique congolaise comme elle est aujourd'hui. Si tu veux, nous allons évoluer, si tu veux que j'en parle, je vais en parler. Mais je voulais te dire, l'histoire du Sud Kivu, il faut retenir les étapes que je suis en train de donner là, qui nous ont fragilisés et qui sont responsables jusqu'aujourd'hui du fait qu'on n'a eu aucun gouvernement au niveau central ici, favorable, qui a eu le moment, le temps de pouvoir aussi essayer d'aller dans le sens de des choses du nationalisme, en fait, de l'unité nationale, etc. Tout ça, ça aussi, ça pèse beaucoup plus sur le Sud Kivu que sur les autres provinces. Hein? Moi, nous avons déjà fait des études, nous avons fait beaucoup de réflexions sur ces choses-là. L'État, le gouvernement central devrait être regardant et nous suivre et nous écouter un tout petit peu. Je vais poser une question très sincère. Je veux que vous répondiez sincèrement. Je vous répondrai très sincèrement. Il n'arrive pas parfois que vous pensiez qu'on dirait que vous êtes seul dans cette lutte? Bon, je suis le président. Aujourd'hui, moi je suis président d'ailleurs depuis 1900. Lorsque je parle seul, c'est-à-dire cette volonté-là,
de changer? Parce que vous pouvez être nombreux, mais sans avoir une même pensée. J'incarne mieux peut-être dans moi-même, j'en fais un apostolat personnel, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pris le risque et je continue à prendre les risques. Ce sont les amis, ce sont les frères qui nous font souffrir là-bas. Ce ne sont pas des étrangers, je vous l'ai dit encore, ce sont nos frères. Et vous n'estimez pas que nous risquons de rester comme ça même après 10 ans, 15 ans, 20 ans? Bon, le problème c'est que nous devons transmettre, et nous avons déjà suffisamment transmis l'idéal Hadib à certains jeunes qui sont nés, qui sont là, qui nous suivent aujourd'hui et qui sont dans notre école, dans l'école Hadib. Ils sont nombreux déjà. Il ne se passe pas 2 ans, moi, ça, sans faire le tour du Kivu entier. Avec problème de route. Du Kivu entier. J'y vais, par moto, à pied, etc. J'utilise tout le monde. Moi, je traverse, même là où il y a des guerres et compagnie, je suis arrivé partout. C'est mon apostolat. C'est mon apostolat parce que je me dis, je ne vois pas. Je suis resté en dehors de cette ville-là pendant quelques années ici à Kinshasa. Et j'ai trouvé que non, nous ne pouvons pas abandonner nos enfants comme ça, nos petits-enfants, etc. Non. Nous devons nous mettre ensemble. Les amis, maintenant, la politique les prend en otage, tout simplement. Maintenant, ils se retrouvent, ils veulent gérer la province à partir de leur parti politique, de leurs petits intérêts personnels. Et ça produit encore des effets contraires à l'idéal Hadib, comme vous l'avez dit, justement, parce que la convivialité, l'union, la communion des esprits, des gens et tout ça, la cohésion intercommunautaire, intertribale, tout ceci, justement, est faussé par le comportement politique aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est une autre donne, on en parlera. Mais nous avons des étapes. Les solutions sont là. Et je vous dis encore une fois. Est-ce que vous pouvez nous épingler les solutions que vous avez préconisées? Je vais vous donner un document, que nous avons déjà fait. Nous avons fait d'abord la première réflexion officielle à l'échelle vraiment nationale, ici à Kinshasa, en 2010. C'était à la suite justement de ce constat dont vous parlez, 14 gouverneurs à l'époque, en 14 ans. La seule province qui a semblé ne pas accepter ses propres enfants, parce qu'on venait depuis 96, 97 par là, a décidé que chaque province, on devrait pouvoir finalement trouver les originaires qui devraient diriger. La ville de Bukavu, j'ai dit le Sud Kivu par contre, sous différents régimes, parce que nous avons aussi, depuis 96 là jusqu'à maintenant, pendant près de 5 ans, de 96 jusqu'en 2006, ça fait 10 ans, nous on a été sous le régime AFDEL pendant un temps. Même sous le régime AFDEL, on n'a pas eu de stabilité dans la province de Sud Kivu. Nous avons eu trois gouverneurs de province pendant le régime AFDEL. L'AFDEL est parti, le RCD le remplace. Sous le régime RCD, la même chose. Il n'y a qu'au Sud Kivu où il n'y a pas eu, le RCD n'a pas eu une seule personne pendant toute la durée de leur occupation. Après, bon, on nous amène un +4, c'est venu, je ne sais pas, de l'Afrique du Sud, là. Un +4 arrive, même chose. Ça devait préparer maintenant les élections, ça c'est au niveau national, le régime 1+4. Mais il n'y a qu'au Sud Kivu où on n'a pas réussi, encore une fois, même sous 1+4, d'avoir un seul gouverneur pendant la période de 1+4. Nous arrivons aux élections, à la démocratie, je peux ainsi dire officiellement, les premières élections en 2006. De 2006 à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, vous allez compter encore pratiquement, je crois, 4 gouverneurs de province. Là où, ailleurs, on n'en a qu'un seul. En fait, on a un seul, pour chaque cycle électoral produit un seul gouverneur. Mais chez nous, chaque cycle électoral avec 2, 3, 4 gouverneurs. Vous comprenez? Et même maintenant, le dernier là, il a terminé le cycle électoral, mais il n'a jamais travaillé. Il a terminé sous... Il n'a jamais travaillé. L'Assemblée provinciale, lui-même a quitté le parti politique d'origine. Donc on peut dire qu'il y a eu au moins 2 gouverneurs parce que celui qui était de l'AFDC est devenu de l'UDPS. Et donc, vous comprenez? Donc il n'y a qu'au Sud Kivu, ça mérite une attention particulière. Nous appelons tout simplement que les gouvernants, les responsables au plus haut niveau. Nous sommes impliqués, mais que la nation congolaise nous regarde, nous écoute. Hadib reste le seul point de repère, le seul vivier dans lequel on peut puiser aujourd'hui pour encore espérer avoir des hommes abondante pour être même à terme aujourd'hui. Il y a un sérieux problème dans le site Kivu. Ça se voit, ça se constate. Et je crois qu'on va continuer toujours à faire des émissions pour parler de la province du site Kivu. Une province qui est particulière. Mais président d'Hadib,
Je vais vous poser une petite question. Une petite question, peut-être ça va susciter encore des réactions. Est-ce que vous pensez que les gouverneurs qui dirigent la province du Sud Kivu sont des gouverneurs qui méritent réellement gérer la province? Voilà ce que je suis en train de vous dire justement. Parce que l'esprit Hadib n'a pas été, ne peut pas être, comment dire, ne peut pas intégrer l'esprit politique au niveau national, tel que la politique avant dans notre pays aujourd'hui. En tout cas, Hadib ne se retrouve pas. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans cette histoire-là parce que chez nous, c'est de la pagaille. Vous comprenez? Nous ne reconnaissons même pas nos propres amis, nos propres frères, nos propres fondateurs de notre association, tout simplement parce que nous les avons, nous-mêmes, c'est nous qui les avons envoyés dans la politique. Ça devient un peu notre problème. Alors. Vous comprenez? Et en les envoyant dans la politique, nous espérions que, en ayant une force politique qui va accompagner maintenant l'esprit Hadib et que nous détenons encore avec les forces sociales, pratiquement un peu partout dans la province, que ce serait encore ce Sud Kivu là deviendrait ce miroir que nous rêvons encore pour ce pays. Malheureusement, les enjeux politiques dans notre pays aujourd'hui, un pays qui, dès les premières élections démocratiques, si on peut ainsi dire, on est parti de 4 partis politiques à 300. Aujourd'hui, nous sommes à 1000 partis politiques. Plus des 1000 d'ailleurs. Je vais vous expliquer. Ces choses-là se tiennent. Il faut qu'on nous écoute, qu'on nous donne seulement un endroit où on peut expliquer ces choses-là. Le Sud Kivu est particulier, mais ce n'est pas par la faute des seuls enfants du Sud Kivu, de la population, non, non. C'est ce qui se passe aussi au niveau national qui ne cadre pas avec l'historique que je suis en train de vous donner ici. C'est que nous avons connu spécialement le Sud Kivu et que les autres provinces ne connaîtront jamais peut-être. Vous comprenez? Donc il faut une attention particulière. Et toutes les réflexions que nous avons faites, nous avons remis en 2010. C'était Koyagialo qui était à l'AMP à l'époque, à l'Alliance de majorité présidentielle. Ils étaient très heureux, ils ont dit on n'a jamais une association comme Hadib, en tout cas, tout ça, vous devez rester à côté de nous. On nous a consultés pendant des années ici pour donner, comment dire, donner notre avis sur certaines personnalités qui ont été nommées, qui sont là d'ailleurs. Nous avons été consultés. Vous comprenez? Ils ont tenu à cela. Mais les enjeux politiques maintenant, parce que quand eux maintenant, ils ont transformé leur dictature, la dictature en fait, du régime qui a semblé nous donner, soi-disant, les premières élections démocratiques dans ce pays, ils ont transformé tout simplement la dictature en une multitude de ce qu'on appelle ici aujourd'hui des partis politiques, mallette, ou comment on appelle encore, de mosaïque. Il y a beaucoup de termes là, vous comprenez? Ça date de là. Donc il n'y avait plus d'idéologie, parce qu'à l'époque nous avions l'UDPS qui avait une idéologie politique, vraie, défendue clairement, et les gens s'alignaient dans l'UDPS suivant l'idéologie politique. Le Palou, c'est déjà été derrière une idéologie Palou. Vous comprenez? Le MPR, bon, quand le grand maréchal a dit le premier congé du MPR, le MPR s'est transformé en parti politique, bon, que nous pouvons peut-être dire appeler le PPRD, qui a suivi après. Le Vivier, en fait, qui a donné pratiquement tout ce que nous avons aujourd'hui comme cadre politique dans ce pays. Dès le lendemain des premières élections 2006, il y a eu un problème, vous connaissez, dans la ville de Kinshasa, moi j'étais ici. On ne peut pas dire, mais enfin, il y a eu en tout cas échange de coups de feu ici. Tout simplement à la suite du deuxième tour des élections, à l'époque. Et le réflexe de celui qui a pris le pouvoir à l'époque, c'était carrément de poursuivre la dictature, mais à travers ce que nous appelons une démocratie de face. Une démocratie de façade. On a créé plusieurs partis politiques, mais en réalité derrière une personne. Et chacun, pour créer des partis politiques, chacun raconte ce qu'il veut. Mais vous avez trouvé maintenant les mêmes partis, les partis politiques de même idéologie ou de même vision. Vous les trouvez dans l'opposition, vous les trouvez dans le pouvoir. Aujourd'hui, nous ne savons plus où nous sommes avec 1000 partis politiques. Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une idéologie? Est-ce que les partis politiques, ou tel autre, ils y vont pour faire quoi? Posez-vous ces questions. Donc, le développement politique a été parti trop vite. Donc, nous avons été peut-être un peu heureux pendant la dictature moubutienne, et là, c'est vrai qu'il y a eu des lacunes, il y a eu des problèmes avec... Bon, il s'est battu lui aussi contre les impérialistes, jusqu'à ce qu'il est parti.
Mais ces impérialistes nous ont rattrapés, justement, parce que nous-mêmes, au niveau national, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire de la gestion, de la problématique, en fait, de gouvernance au niveau national. Je devrais en parler un jour. Mais je me préfère parler du Sud Kivu parce que nous maîtrisons les terrains et les aboutissants. C'est que sur la matière. Mais même au niveau national, on devrait faire des séminaires. Qu'est-ce qu'on veut de ces pays? On ne peut pas être comme ça. Bonne question que je comptais vous poser pour clôturer l'émission. Je vais vous demander de regarder votre caméra qui est devant vous et parler avec votre cœur à la population du Sud Kivu. Mais oui, mais cette population, dans tous les cas, elle est habituée parce que je parle souvent, c'est vrai peut-être en étant à Bukavu et nous parlons des choses concrètes. Aujourd'hui encore, ils savent, toute la population du Sud Kivu sait ce que nous faisons, moi, Gustave Bagamouk avec Adib et déjà, les 2 dernières années ici, nous sommes allés dans le sens de dire, nous allons répondre à ce que la population congolaise tout entière a semblé demander pour les élections de 2023. Tout le monde a parlé de changement. Nous devons changer. Nous n'allons plus élire les anciens. Les anciens doivent partir. Les femmes disent les hommes doivent partir. Les jeunes disent les vieux doivent disparaître. Vous comprenez? Il y a eu toute une histoire autour de ce que nous avons. La population congolaise disait changement de la classe politique. Qui a donné réponse à cela? Y a-t-il, d'après vous, un cadre politique ou un cadre de la société civile, ou même une église quelconque qui a donné à la population pour dire, écoutez, voici comment nous allons commencer le changement, voici les stratégies, et voilà comment nous allons cheminer pour avoir le changement politique après tel délai? Personne. Adib, Bagamouk Gustave qui est devant vous là, nous avons circulé le Sud Kivu entier pour dire, tous ensemble, à partir de tout ce qui s'est dit, on a pris acte de ce que la politique, de l'échec de la politique, de la gestion, de la cité, de la gestion donc, de nos populations, de nos frontières, par la politique. On a pris acte de l'échec. On a pris acte de l'échec de la société civile d'une façon générale. On ne sait plus la société civile si elle est partie politique devenue quoi. Il y en a même qui prennent maintenant des décisions politiques, pire même que l'opposition politique. Il s'est créé des mouvements soi-disant citoyens. Je me demande si citoyen, c'est un mot qui garde la même valeur, la même signification que ce que nous nous donnons, mais des mouvements citoyens qui se sont créés dans ce pays aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'ils font de citoyens, réellement. Rien du tout. Et donc nous sommes rentrés, nous, encore au chevet, et à partir du Sud Kivu, nous sommes dit, nous sommes partis dans tout ce que nous appelons les corporations professionnelles, les motards, je sais pas quoi, les motards, les chauffeurs, les mamans commerçantes, etc. Nous sommes partis dans les corporations confessionnelles, et donc les églises catholiques, protestantes et tout ça, kimbanguistes, et d'autres ont fait des rites de réveil. Nous sommes partis voir finalement les étudiants dans toutes les universités pour leur dire gardez vos partis politiques parce que nous ne pensons pas que vous avez l'idéal derrière ces partis politiques. 1000 partis politiques, vous vous perdez. Chaque année, vous venez vers Adib parce que les motards viennent, voilà, on nous a bloqué la route et nous on ne sait plus réunir les montants que nos patrons demandent. Les chauffeurs, la même chose. Tout le monde vient chez Adib, les personnes de 3e âge et compagnie. Nous leur avons dit, vous personnes de 3e âge, vous pouvez cette fois-ci voter, trouver votre propre député. Parce que ce sont les élections que nous faisons mal nous-mêmes. Les gens viennent de Kinshasa, je ne sais pas, de l'Europe, etc., avec un peu d'argent pour une journée, ils distribuent, vous dites, voilà, c'est le meilleur candidat pour nous. Mais en réalité, ils ne connaissent pas vos problèmes. Nous avons été au chevet de cette province pour dire, nous devons voter cette fois-ci les enfants qui partagent au quotidien les misères pendant les 5 dernières années, ce sont ces gens-là. Les motards, vous êtes assez nombreux. Celui que vous allez choisir n'a pas besoin de vous donner l'argent, vous le choisissez parce que vous le connaissez depuis des années. Il est votre chef. Les étudiants, on leur a dit, dans chaque université, vous êtes 5 000, 6 000. Vous prenez quelqu'un, l'enfant, l'un des parents, faites-vous des choses comme ça. Voici comment nous devrions, nous, commencer ce que nous appelons le changement de la classe politique avec des hommes nouveaux. Parce que le chef de l'État a donné un ton. En tout cas, dans lui, nous avons retrouvé cette pesanteur, comment on appelle ça, nationaliste et même patriotique que nous n'avons pas trouvé dans les autres qui ont précédé. Bien. Il mérite cet accompagnement-là, mais avec des hommes nouveaux, parce que avec les partis politiques, lui-même est pris en otage, et vous le savez, avec la fameuse Union sacrée aujourd'hui. Est-ce possible d'avoir des hommes nouveaux au moment où les responsables... Je vous en parle. Chaque université,
Au Sud Kivu, nous avons plutôt 10 universités aujourd'hui. Chaque université peut produire un député. Les motards, là, ils sont plus de 24 000 dans la ville de Bukavu. Ils peuvent produire 3 députés. Les personnes de 3e âge, ils peuvent produire des députés. Les mamans commerçantes. Avec ça, je suis parti même chez les chefs coutumiers en leur disant, dans les territoires, vous vous plaignez aussi. Mais tout le monde joue le jeu de la politique, les mamans, même les commerçants, ils préfèrent. Gardez vos partis politiques. Mais les personnes qui doivent vous représenter maintenant, sortez ces gens-là de vous-même ici. Malheureusement, justement, ceux-là qui ont l'argent, en une journée, je vous dis, le 20 décembre, tout ce que nous avons bâti, nous, sur 2 années, dans toute la province du Sud Kivu, est tombé en une journée. Nous, on ne sait pas, ces mallettes sont venues d'où? Ces gens sont venus avec de l'argent, dans toutes les villes, en train de distribuer, de jeter tout ça. En une journée, les choses ont changé. Voilà pourquoi nous demandons tout simplement que nous soyons accompagnés, que le pouvoir central aujourd'hui. Nous félicitons le chef de l'État, nous disons, le dernier atelier de réflexion que nous venons de faire là, c'est à la suite justement de la déclaration du chef d'État, de la recommandation que le chef d'État a fait au dernier Conseil des ministres, quand il a demandé à Madame la ministre de la Justice de pouvoir parler à tous les procureurs de la République pour que les corrompus et les corrupteurs soient punis. C'est une étape, et c'est vrai. C'est vrai, mais il faut aller jusqu'au bout, parce que ça ne suffit pas. C'est vrai qu'ils faisaient ça à ciel ouvert. Tout ce que ça peut produire aujourd'hui, ils vont le faire peut-être en cachette à travers les banques et compagnie, mais il faut suivre ça aussi. Il faut aller jusqu'au bout de condamner les corrupteurs et les corrompus, surtout pendant cette période où il y aura bien sûr d'ici le mois d'avril les élections de gouverneurs et sénateurs. On arrive à la fin de cette émission. Vous avez constaté que notre invité a de la matière et il veut parler de la province du Sud Kivu. Est-ce qu'il faut numéro de cette émission disait que partie 1, attendant le partie 2 pour parler maintenant des problèmes qui se trouvent dans les territoires. Parce qu'ici, on a parlé un peu de Bukavu, sans parler également des infrastructures routières. Voilà, c'est le numéro 1. Si le président va accepter encore de nous recevoir une fois de plus, on va parler maintenant des territoires qui composent la province du Sud Kivu. Merci le président Gustave Bagayamou de nous avoir reçus et accepté de parler à notre micro. Je vous remercie, monsieur le journaliste, d'être venu vers nous. C'est tout ce que je peux dire. Des occasions comme ça, c'est vrai, nous devrions les multiplier pour que les gens connaissent davantage les enjeux qui se passent, qui bloquent peut-être le développement de notre pays. Moi, je pense que c'est à partir de chez nous. C'est à partir de là. Et nous réfléchissons justement pour trouver des voies et moyens pour que cette province-là soit encore ce miroir ou cette lampe, cette torche-là qui devrait pouvoir donner des orientations pour que le pays tout entier sorte de cette léthargie où nous ne savons pas ce que nous faisons, vous comprenez. Nous avons même proposé qu'on nous donne, qu'on nous autorise, et nous-mêmes, finalement, si on n'est pas capable, qu'on nous autorise à ce que nous puissions faire nous-mêmes l'identification des populations. Ça ne coûte rien, papa. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, il suffit seulement de bien réfléchir. Merci à vous. Comme vous l'avez compris, c'est l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'était avec Gustave Bagayamou. Merci et à la prochaine.